Donc, un mot pour nos frères palestiniens qui depuis plus d'un an se font massacrer au vu et au su du monde entier, et de ces enfants courageux qui résistent tout comme les adultes, tout en perdant leurs parents, leurs familles et tous leurs proches. Donc on ne cessera jamais d'y penser, tellement c'est douloureux et atroce. Alors, on le sait et il a été déjà présenté, l'obésité est un processus pathologique chronique reconnu donc par l'OMS, par l'Association du Canada, par la European Association for Study of Obesity, par le Royal College de médecins et par l'American Medicine Association. On le sait donc maintenant, l'obésité est reconnue comme une maladie chronique et un problème de santé publique. L'obésité, qui est définie par un IMC supérieur à 30 kg par mètre carré, a explosé au cours des 10 dernières années en Algérie, puisque on a une population en surpoids qui est de plus de 13 millions, des obèses à 6,5 millions, et même les enfants de moins de 19 ans sont à 0,67 millions, donc 5% de la population. Et on voit bien ici que depuis les années 2000, on est en train d'augmenter de manière drastique notre population. Tant et si bien que dans les atlas internationaux, l'Algérie pour les hommes se place en tête, donc elle a une médaille d'or avec 20% de patients obèses en Afrique, et elle a la médaille d'argent chez les femmes puisqu'elle passe en deuxième position après l'Afrique du Sud. Alors l'obésité affecte particulièrement les femmes jeunes, culminant dans le groupe d'âge entre 35 et 45 ans, ici, là, les femmes jeunes. Et donc, on voit que selon l'âge, on a une augmentation entre 35 et 45 ans, et ces dernières années, donc, on voit une progression qui est linéaire. L'obésité est une affection, c'est-à-dire une maladie chronique ayant de graves répercussions, la plus grave étant de réduire l'espérance de vie, puisque en fonction du BMI, ça a été établi ici, lorsque le BMI est entre 30 et 35 kg par mètre carré, on perd près de 3 ans d'espérance de vie. À plus de 35 et moins de 50, c'est entre 8 et 10 ans. Et lorsque le BMI dépasse 50, on perd près de 14 ans de vie. Et donc, c'est un peu plus que le diabète. Quels sont les facteurs contributifs à l'obésité? Bien entendu, le déséquilibre alimentaire et le trouble du comportement alimentaire avec une activité physique insuffisante ont été les premiers avancés, mais ce n'est pas une histoire malheureusement d'entrée et de sortie, c'est bien plus important que ça et bien plus compliqué. C'est l'arrêt du tabac, on le voit, le patient ou la patiente à l'arrêt prend du poids, la prise d'alcool, la prise de certains médicaments, les facteurs psychosociaux tels que les stress et les troubles anxio-dépressifs, la diminution du temps de sommeil, les troubles nutritionnels in utero déjà et durant l'enfance, et enfin les problèmes génétiques. Et tout ceci concourt à un excès de poids à différentes périodes de la vie. L'obésité est à l'origine de nombreuses maladies chroniques métaboliques, telles que le diabète, etc., mécaniques, tels que les problèmes, bien sûr, articulaires. Une charpente qui est conçue pour 70 kg ne pourra pas prendre 150 kg et plus. Et puis, la stigmatisation de l'obèse fait que le mental est touché et donc il se sent diminué et mal perçu par les autres autant que par lui-même. Mais ça concerne les obèses des deux sexes. Nous, on va parler de l'obésité strictement chez la femme et bien entendu, en général, on associe souvent la femme à ces problèmes de fertilité, mais pas que. On va parler de l'obésité et de son impact tout au long de la vie, c'est-à-dire de l'adolescence, au moment où elle devient femme, sa sexualité, sa fécondité, la grossesse, la contraception, et on va aller jusqu'à la ménopause. Alors les petites filles, la puberté des filles est influencée par l'obésité. La preuve, l'obésité est reliée au cycle menstruel par le biais de l'atteinte de l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien. Et on le sait, outre les problèmes menstruels, le BMI de l'enfance
a un impact sur la santé reproductive des femmes. Il est responsable de l'aménorrhée, de l'anovulation via les adipokines qui inhibent donc l'ovulation, de cycles menstruels trop longs, au-delà de 35 jours, et de troubles menstruels qui seront perturbés par la présence de syndrome des ovaires polykystiques. Mais on va parler du début, c'est-à-dire de la ménarche. Selon la composition corporelle à la ménarche, l'hypothèse de Frege-Revel, c'est que la menstruation est établie une fois qu'un certain seuil est atteint. On appelle ça le pondérostat. C'est le poids de la petite fille qui va initier au niveau de l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien le déclenchement de la puberté et de la ménarchie. Et en moyenne, un poids de 48 kg ou bien 17% de masse grasse vont déclencher la ménarchie. Une obésité modérée va donner une ménarche précoce. Une obésité morbide va au contraire retarder la ménarche. On incrimine également le rôle de la leptine, qui est sécrétée par le tissu adipeux, qui agit comme une hormone de la satiété. Il existe une relation donc inverse entre les niveaux de leptine et l'âge de la ménarche. Plus la leptine est élevée, plus la ménarche est précoce. Une fois qu'elle a ses règles, eh bien, elle n'est pas sortie de l'auberge parce que si elle continue à être obèse, il y a des troubles du cycle menstruel. Il peut s'agir de troubles dans la quantité des règles, dans la durée des règles et dans la régularité et la fréquence des règles. Un BMI à 35 va entraîner un risque 5 fois plus élevé de cycles longs. Les données montrent un lien entre l'adiposité viscérale et les irrégularités menstruelles. Et on voit bien ici que chez la fille, l'adolescente obèse, on a des troubles du cycle à 67,7%, alors que chez une fille qui n'est pas obèse, ils ne peuvent être que d'environ 17%. Maintenant, elle a fait sa ménarchie, elle a des troubles certes, mais il faut qu'elle ait une vie sexuelle. Les dysfonctions sexuelles liées à l'obésité. D'abord, sur le plan social, il y a des difficultés pour les femmes obèses à trouver un partenaire. Les femmes en situation d'obésité ont plus de difficultés à trouver un partenaire sexuel que des hommes en situation d'obésité. Apparemment, les hommes, ils peuvent trouver plus facilement, les femmes non. Et du coup, il y a un manque d'intérêt pour la sexualité. L'obésité est associée à une diminution du désir sexuel, une baisse des performances sexuelles et un évitement des rapports sexuels. Deuxièmement, il y a des troubles de l'excitation et de l'orgasme qui sont positivement corrélés à l'augmentation de l'IMC. Et puis, la prévalence est plus élevée chez les femmes. La détérioration de la vie sexuelle est particulièrement prononcée chez les femmes en situation d'obésité. Corps obèse et rapports sexuels. Eh bien, les difficultés physiques, c'est que l'augmentation du tissu adipeux peut gêner l'acte sexuel. Les répercussions sur le couple, si un partenaire devient obèse après ou si la partenaire devient après le mariage, cela peut affecter la sexualité au sein du couple. Elle n'est pas perçue de la même manière. La symbolique de l'obésité, elle peut être perçue comme un obstacle justifiant un refus de la sexualité et du plaisir. Alors, le retentissement de l'obésité sur la vie reproductive maintenant, on va parler des ovaires polykystiques, des cas d'anovulation d'origine centrale qui sont influencés par les stéroïdes sexuels, et on vient de le dire, la leptine et les kispeptines, l'allongement du délai de conception et un taux de fécondabilité inversement proportionnel à l'IMC. Plus l'IMC est élevé, plus elle peine à avoir une grossesse. La probabilité de grossesse spontanée diminue chez la femme quand elle a un IMC qui dépasse 29 kg par mètre carré. Et la fécondité est réduite de 16% chez les femmes en surpoids et de 28% chez les femmes obèses. Les femmes obèses présentent également une fréquence accrue, si elles venaient à tomber enceintes, de fausses couches au premier trimestre, suggérant un environnement utérin défavorable. Même les traitements de procréation médicalement assistés sont moins efficaces chez les femmes obèses. Et l'effet négatif de l'IMC est plus marqué chez les femmes jeunes que chez celles
de plus de 35 ans. On va rentrer dans le détail donc des troubles de la fertilité. L'action de l'obésité sur la fertilité ne se limite pas à l'ovulation. Il y a un délai il existe une diminution de la fertilité spontanée avec un délai de conception plus allongé. Et selon une étude réalisée par Van der Steeg, il y a des chances d'une grossesse spontanée dans une cohorte de 3000 couples d'obèses considérés comme normalement fertiles, donc ayant été explorés et ne présentant pas d'autres problèmes. Le critère d'évaluation principal, c'était le délai de conception à 1 an. Eh bien, on voit ici que quand la femme est obèse, elle a plus de 1 an avant de faire donc le premier enfant. Le délai d'attente avant la grossesse est augmenté. Donc, un IMC supérieur à 35 diminue de 26% la probabilité de grossesse spontanée. Et s'il est supérieur à 40, il diminue de 43% la probabilité de grossesse spontanée. Le syndrome des ovaires polykystiques, c'est le trouble endocrinien le plus fréquent et c'est la première cause d'infertilité. Il touche 10 à 15% des femmes en âge de procréer et il est retrouvé dans 35 à 80% des femmes en surpoids. Le diagnostic est posé devant la présence de 2 critères sur 3 des critères de Rotterdam établis en 2023, oligo et ou anovulation entraînant une infertilité, une hyperandrogénie clinique, c'est-à-dire un hirsutisme, ou biologique, une augmentation de taux de testostérone, et à l'échographie des ovaires polykystiques. Eh bien, ceci est dû essentiellement à des facteurs génétiques, c'est vrai, à des développementaux, environnementaux, mais aussi à l'IMC, qui va entraîner une résistance à l'insuline, entraînant un hyperinsulinisme qui va agir sur la sélection et la dominance de la croissance folliculaire terminale, ce qui va faire qu'il va y avoir une oligo-anovulation. Et de son côté aussi, la TEC interne va sécréter des androgènes qui vont augmenter et donner donc les signes de virilité ou la pilosité excessive dans le cas des syndromes des ovaires polykystiques. Alors, si maintenant elle arrive à être enceinte, donc obésité et grossesse, débuter une grossesse avec un IMC supérieur à 25 kg par mètre carré implique un risque plus élevé de diabète gestationnel et de diabète de type 2 dans les 10 ans, et les enfants nés de mères obèses sont susceptibles d'avoir un surpoids durant l'enfance. Donc, normalement, avant d'envisager la grossesse, c'est une période idéale pour agir afin de réduire l'incidence intergénérationnelle à long terme du surpoids et de l'obésité, puisque malheureusement, si elle donne naissance à un macrosome, lui aussi sera candidat à une obésité et voire des troubles métaboliques. Les complications maintenant de la grossesse chez l'obèse, maternelle, c'est l'hypertension artérielle et les complications vasculaires de la grossesse, entre autres la prééclampsie, un diabète gestationnel est plus fréquent chez les obèses, des complications thromboemboliques, un accouchement par césarienne ou une prématurité et une diminution de la fertilité et une majoration du risque d'avortement spontané précoce. De son côté, donc du côté fœtal, on a des malformations congénitales, une macrosomie, une mort in utero et des mortalités périnatales. Alors, le gain de poids pendant la grossesse, puisqu'on a dit qu'on allait parler de la vie de la femme enceinte, pendant la première grossesse, il peut y avoir un gain de poids avec une augmentation de BMI, une augmentation de la masse grasse, de l'adiposité viscérale, mais à la deuxième grossesse, il va y avoir un problème de préconception, parce qu'elle est déjà maintenant obèse. Elle va prendre encore plus de poids qu'elle n'en a pris, parce qu'elle a pris de l'âge, elle a pris de l'obésité, donc il lui sera plus facile d'additionner du tissu adipeux et en particulier viscéral, ce qui va majorer les risques de diabète gestationnel, de prééclampsie et d'hypercholestérolémie. Et enfin, later in life, c'est-à-dire plus tard encore dans la vie, elle aura encore pris du poids et un plus grand BMI et une augmentation de la masse grasse
et encore plus de risques de diabète de type 2, de risques cardio-métaboliques et de syndrome métabolique. Donc le gain de poids pendant la grossesse est également à prendre en considération. Les conséquences de la grossesse chez l'obèse. Pendant la grossesse, l'obésité est associée à une dysfonction endothéliale, à une résistance à l'insuline, à un état inflammatoire de bas grade qui prédispose tous à des maladies vasculaires. Et donc, cette obésité devient un facteur de risque indépendant de maladies cardiovasculaires des femmes plus tard dans la vie, entraînant donc des répercussions cardiovasculaires. Et nous voilà donc dans l'obésité et les problèmes cardiovasculaires durant toute la vie. Alors, autant ici, c'est une hypertension artérielle au début, après des complications de la grossesse, des complications thromboemboliques, des problèmes tensionnels ou de rigidité artérielle, même une insuffisance cardiaque et une ACFA. Donc du début de la vie jusqu'à la fin, cette obésité va impacter le cardiovasculaire. Les complications chez la femme obèse, c'est la première cause, on le sait, de mortalité des sujets obèses. L'étude Monica, qui a concerné 21 pays, a révélé que si les femmes de 35 à 64 ans ont 4 fois moins d'IDM que les hommes du même âge, cette différence s'atténue quand elles rentrent en ménopause. Et selon la Framingham Heart Study, l'obésité augmente le risque de maladie coronarienne de 64% chez les femmes, alors qu'elle n'est que de 46% chez les hommes. Et l'obésité sévère est associée à un risque d'insuffisance cardiaque multiplié par 2, et chaque fois qu'un point d'IMC supplémentaire est ajouté, le risque est de 5 fois plus élevé chez les hommes et 7 fois plus chez les femmes. Donc, si on doit se rappeler la communication du professeur Barousse sur l'obésité, le diabète chez les femmes, encore une fois, l'obésité est également différente, avec des risques différents chez les femmes et chez les hommes. Selon la Nurse Health Initiative, l'incidence de l'IDM des femmes à IMC bas était significativement plus faible que celles qui présentaient une adiposité, un cholestérol élevé et une sédentarité. Et la Women Health Study montre que le risque d'ACFA augmente de façon linéaire avec l'augmentation de l'IMC. On en arrive aux problèmes gynécologiques bénins liés à l'obésité. Outre le cycle menstruel perturbé, l'obèse a plus de polypes de l'endomètre. On a comparé celle qui avait un BMI à 30 versus celle qui avait un BMI à moins de 30. Eh bien, celle qui a plus de 30 a 52% de faire des polypes et celle qui a moins de 30, 15% seulement. Et l'obésité est corrélée à la taille et au nombre des polypes. Les fibromes, il y en a 3 fois plus de risque de développer des fibromes pour un poids de supérieur à 70 kg par rapport à des femmes à moins de 50 kg. L'incontinence urinaire, l'obésité augmente la pression intra-abdominale et donc va augmenter l'incontinence urinaire et également les prolapsus des organes pelviens et bien entendu l'obésité va accélérer la ménopause. Maintenant les tumeurs malignes, les cancers féminins, les femmes obèses sont à risque de tumeurs malignes gynécologiques, le cancer de l'endomètre, le cancer du sein. L'obésité via une augmentation du taux d'œstrogène ont des étiologies communes avec le cancer de l'endomètre et le cancer du sein. Le cancer de l'ovaire, le cancer du col de l'utérus, bien que les données soient moins évidentes, il y a une relation étiologique entre l'obésité et le cancer de l'ovaire et le cancer du col de l'utérus, principalement en raison de problèmes de dépistage. Les femmes obèses ont des difficultés à être examinées de manière précise et donc on passe à côté d'un dépistage précoce de ce type de cancer. À la ménopause, enfin, un BMI élevé est à l'origine d'une puberté précoce mais aussi d'une ménopause tardive. Les niveaux élevés d'œstrogènes circulant provenant des ovaires et de la conversion périphérique dans les graisses et les glandes surrénales en œstrogènes va entraîner donc une hyperœstrogénie qui va retarder la ménopause. Il y a une relation entre l'obésité et les bouffées de chaleur. L'incidence accrue due à l'effet du tissu adipeux est visible donc chez les obèses et il y a une diminution de la durée en raison du rôle des œstrogènes
qui jouent un rôle protecteur dans la régulation vasomotrice. La ménopause et l'obésité peut également avoir un impact sur le plan ostéo-articulaire. L'obésité peut affecter l'apparition de l'ostéoporose chez les femmes ménopausées. Le risque accru de fractures osseuses secondaires, bien que l'âge de la ménopause comporte un risque plus élevé de fracture, il est encore plus élevé chez la femme obèse. Les complications rhumatologiques, dans cette étude qui a pris en charge 89 000 femmes pendant 14 ans, le psoriasis arthritique est lié à l'obésité, la goutte, l'association entre obésité et hyperuricémie dans l'étude donc Cardia, celles qui avaient un IMC supérieur à 23,5 ont multiplié le risque d'être hyperuricémique par 5,7 comparé aux femmes qui étaient plus minces. La perte de poids améliore les comorbidités tant cardiovasculaires que les autres liées à l'obésité. Elle améliore les problèmes métaboliques de diabète, améliore le risque cardiovasculaire,